Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas de mes 5, mes 10, mais de mes 15 complications préférées. Allez, c'est parti. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur les complications que je trouvais les plus inutiles. Et j'avais reçu pas mal de commentaires en me disant non, mais tu te rends pas compte, les montres c'est pas fait pour être utile, les montres c'est des objets d'art, c'est de la poésie, etc. Je suis d'accord, mais on porte pas non plus juste un Picasso sur le poignet. Et le but c'est quand même qu'il y ait un minimum de fonction et rien que heure, minute, seconde, c'est super utile. Alors c'est pas des complications, mais pour moi, les montres, c'est un équilibre entre utile, pas utile, esthétique, etc. Donc c'est un mix, et là-dedans, il y a une de mes catégories de complications, que justement les fonctions que je trouve les plus utiles. Mais je mets aussi donc 5 complications que je trouve les plus esthétiques, les plus belles visuellement, et 5 complications de chronométrie qui apportent une utilité, qui sont aussi esthétiques, mais que j'adore parce que le mécanisme derrière m'intéresse énormément. Alors on commence par 5 complications que je trouve les plus utiles pour le coup. Première complication, le chronographe. Je trouve qu'un chrono, c'est très utile. J'en avais assez peu l'utilité, mais récemment, quand je me suis retrouvé à chronométrer plusieurs heures entre des prises de Doliprane, en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir ça sur sa montre que sur son téléphone. Donc pour ça, je trouve que c'est très utile. Mention spéciale quand même pour la lunette rotative sur une plongeuse ou même des lunettes qui ont des heures et pas des minutes sur la lunette rotative. Ça remplit exactement la même fonction pour beaucoup moins cher. Deuxième complication que je trouve très utile, la fonction d'alarme. Dire à sa montre sonne à telle heure, je trouve ça très cool, ça donne une interaction supplémentaire de pouvoir avoir sa montre qui sonne à un moment pour tel ou tel événement. Je trouve ça très cool, très utile. Troisième fonction que je trouve très utile, la fonction compte à rebours. C'est une fonction qu'on voit pas trop. On a ça sur la Yachtmaster 2 qui est une des Rolex les plus horribles, mais on a justement ce compteur un peu compte à rebours sur cette Yachtmaster 2 que je trouve assez cool, assez peu répandu, et au final j'ai plus souvent besoin de faire un compte à rebours qu'un chronométrage dans un sens croissant. J'ai plutôt besoin de voir le temps qui diminue que le temps qui augmente. En soi, je trouve ça très utile. Maintenant, c'est assez peu répandu. On a la Yachtmaster, on a peut-être une Frédéric Constant qui fait ça avec son compteur de régate. Les compteurs de régate, c'est un peu ça, c'est des comptes à rebours à 5 minutes, mais c'est assez peu répandu. On a aussi, chez Hermès, on a l'heure impatiente, qui est très cool parce que ça sonne à la fin, donc on a un compte à rebours qui va sonner à la fin, donc un peu comme un micro-ondes. Je trouve ça très cool. Quatrième complication très utile, la date. J'ai beaucoup de mal avec la date sur les montres parce que souvent c'est très mal exécuté, mais je trouve ça très utile. Plein de fois, je regrette de ne pas avoir de date sur mes montres parce que je préfère avoir mes montres sans date parce que je trouve ça plus beau esthétiquement. Mais plein de fois, je suis obligé de sortir mon téléphone pour trouver la date et ça m'énerve. Ça m'énerve. Et enfin, cinquième complication que je trouve la plus utile, le GMT. Très utile d'avoir le fuseau horaire, le temps dans un autre fuseau horaire. On a toujours un problème avec l'Inde et le Népal qui sont pas calés à des heures comme tout le monde. Même problème que sur les montres World Time du coup, World Time. Mais quand même très cool, GMT, voilà. Très utile. Bon, allez, en petit bonus, 2 choses que je trouve très utiles dans des montres, c'est pas vraiment des complications, mais la luminescence et l'étanchéité. Je m'en suis aussi rendu compte en étant papa quand tu donnes le bain, pas avoir à enlever ta montre, et quand t'es dans le noir et qu'il est 3 heures du matin, essayer de voir quelle heure il est, depuis combien de temps t'es en train d'essayer de recoucher ton petit. C'est pas mal. Franchement, c'est des choses que j'utilisais pas avant, mais là, je trouve ça très utile. Allez, on passe dans une autre catégorie de complications que j'adore, les complications de chronométrie. Donc, comme je disais, c'est des complications qui servent à améliorer la précision de la montre. Je suis pas un fanat de précision, mais je suis plus un fan de mécanisme et d'ingéniosité quand il concerne justement d'atteindre un objectif tel que la précision de la montre. Et pour ça, ma première complication que j'aime beaucoup, c'est un remontoir. Lorsque le ressort de barillet a bientôt fini de se dérouler, on a une perte de puissance et donc une perte de précision. Le remontoir sert à éviter ça. C'est un ressort un peu intermédiaire qui sert de tampon. Donc toutes les secondes, généralement, même si on a d'autres qui font ça à intervalles différents, généralement toutes les secondes, on a ce remontoir. Ce ressort intermédiaire va permettre une livraison de l'énergie constante au balancier.
ce qui permet d'éviter ces écarts de précision en fin de course du ressort de barillet. Et donc, ce qui va avec, en fait, généralement, c'est que ce remontoir, donc cet intervalle de 1 seconde, va générer dans la monte, peut, en tout cas selon comment la monte est montée, générer une complication, ce qu'on appelle seconde morte. C'est-à-dire que l'aiguille des secondes, au lieu de faire plusieurs ticks par seconde, peut, grâce au remontoir, faire un seul tick par seconde, tel un quartz, mais sur une montre mécanique. Deuxième complication de chronométrie, la chaîne est fusée. On est encore sur un système encore plus haut de gamme. On a un cône sur lequel on enroule une chaîne. Et à quoi ça sert? En fait, lorsqu'on resserre la montre, la chaîne s'enroule autour du cône. Et lorsque la montre, le barillet relâche son énergie, la chaîne se déroule. Et le fait qu'on soit sur un cône et non pas sur un cylindre, la distribution d'énergie ne se fait pas de la même manière et va permettre de lisser cette courbe-là, comme je disais, lisser cette perte d'énergie qu'on a en fin de course du barillet. Donc on atteint un peu le même objectif que un remontoir, mais avec cette transmission via cette chaîne, on a une transmission d'énergie différente qui permet d'être encore plus linéaire et qui permet du coup d'avoir une meilleure distribution d'énergie au train d'engrenage derrière. Alors troisième complication de chronométrie, c'est tout ce qui est amélioration de l'échappement à encre suisse. L'échappement à encre suisse est l'échappement le plus répandu parce qu'à la fois il est très fiable et à la fois il permet des niveaux de chronométrie assez bons, voire très bons. Mais on peut l'améliorer, et c'est ce qu'a fait Rolex en changeant un peu la géométrie de cet échappement-là avec leur échappement Chronergy, mais c'est ce qu'a fait aussi Omega en changeant l'échappement au complet avec leur échappement coaxial, c'est ce qu'a fait Grand Seiko avec leur échappement Dual Impulse, pareil, ils ont changé l'échappement au complet pour un nouvel échappement. On a d'autres indépendants qui tentent des nouvelles choses au niveau de l'échappement. Je trouve ça très cool, très intéressant, et ça permet d'avoir cette pièce centrale, l'échappement, qui permet justement de faire basculer le balancier d'un côté ou de l'autre, en tout cas de permettre l'échange d'énergie et le changement d'énergie qui alterne sur ce balancier. Cette pièce centrale essentielle de la montre mécanique, le fait de faire de l'innovation là-dessus, je trouve ça très intéressant, et du coup, c'est une complication que j'adore. Ensuite, on a souvent sur le balancier de quoi changer l'amplitude du ressort de balancier. Souvent, de base, c'est une raquette assez simple. Moi, j'aime beaucoup les complications qui vont dans cette direction, qui permettent des ajustements très précis de l'amplitude du ressort. Alors, déjà, pourquoi on veut changer l'amplitude du ressort? C'est un peu comme un pendule. Selon la longueur du fil du pendule, le basculement doit se faire à une fréquence plus ou moins longue. Là, c'est pareil. Plus le ressort est long, plus l'alternance, l'amplitude sera grande, et plus le battement, l'aller-retour se fera de manière longue ou courte si on réduit sa longueur. Et donc, ajuster la longueur, ajuster l'amplitude du ressort, c'est essentiel. Et j'aime beaucoup ces ajustements très précis. J'aime beaucoup le col de cygne, qui est assez répandu, mais je trouve ça très cool. Maurice Grossman fait encore autre chose avec un pas de vis. On a un peu une raquette qui est dans un pas de vis et on tourne une vis pour faire bouger la raquette. Je trouve ça très cool. On a aussi beaucoup de marques haut de gamme, Lange & Söhne, peut-être même Rolex, mettre des vis sur le balancier. Alors là, on n'ajuste pas la longueur du ressort, mais on change l'inertie du balancier. Donc en serrant les vis, on met la masse du balancier plus au centre, ce qui fait, c'est un peu comme, c'est l'image de la patineuse artistique, quand elle resserre ses bras, elle tourne plus vite. Là c'est pareil, quand on resserre les vis, on recentre la masse, et donc le ressort peut tourner plus vite. Lorsqu'on desserre, la masse est écartée, il y a plus d'inertie, donc le ressort tourne plus doucement. Donc on a ces ajustements sur des vis, sur le balancier directement, chez des marques comme Lange & Söhne, peut-être même chez Rolex avec les micro-Stella, l'ajustement micro-Stella, je crois que c'est Rolex. Donc voilà, c'est aussi des choses qui m'intéressent beaucoup. Et enfin, cinquième complication de chronométrie que j'aime beaucoup, c'est la résonance. On a l'exemple parfait chez FP Journe, le chronomètre à résonance. Comment ça marche? On a en gros deux mouvements, surtout deux balanciers qui oscillent très proches. Et en fait, le phénomène qui est utilisé, c'est que lorsque ces deux balanciers oscillent de manière très proche, il y a un espèce d'échange, un phénomène qui est assez complexe à comprendre, mais il y a un échange ça doit être des courants d'air au sein du mouvement, en gros, si je simplifie, qui font que les ressorts, en fait, ils se synchronisent. C'est la même chose quand on lâche deux pendules, en fait on se rend compte qu'à un moment, ils peuvent rentrer en résonance et osciller exactement à la même fréquence. Ce qui fait que si l'un dévie, l'autre va le ramener sur la bonne fréquence. Là c'est un peu pareil, et ça permet
une stabilité entre les deux ressorts, ça permet d'avoir 2 fois plus de précision. T'en ajustes un, t'ajustes l'autre, et t'es sûr que si l'un se décale, il peut se réajuster sur l'autre. Et ça permet du coup plus de fiabilité, notamment lors des chocs. Lorsqu'on a un choc, on peut avoir un ressort qui déconne. Et ben là, le fait d'en avoir un deuxième à côté, ça permet de se réajuster. Je trouve ça exceptionnel et très intéressant et très intelligent. Ensuite, 5e catégorie de complications, c'est les complications purement esthétiques, qui n'apportent pas de meilleure précision, qui ne sont pas très utiles, mais que je trouve juste belles et intéressantes à avoir sur sa montre. Alors premier, il faut en parler, le tourbillon. J'ai déjà dit que c'était pas du tout utile, je reste là-dessus. Voilà, ça me paraît compliqué d'investir dans un tourbillon parce que c'est uniquement une complication esthétique aujourd'hui, mais ça raconte quand même l'histoire de la chronométrie, l'histoire de la recherche de la précision, et pour ça, en plus d'être esthétique, c'est aussi historique, donc très intéressant quand même. Surtout avec les développements futurs qui ont été faits, le gyrotourbillon, les tourbillons cylindriques, etc. Je trouve ça quand même assez cool. Dans la manière d'afficher l'heure, j'aime beaucoup les heures vagabondes. Je trouve que c'est un système assez cool pour changer des aiguilles heure-minute. Voilà, l'heure vagabonde, l'heure qui vient pointer vers la minute. Je trouve ça très cool et assez peu vu au final. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de marques qui le font. Il y a quelques micro-marques qui le font, mais ça paraît pas très compliqué techniquement dans le sens où tout tourne à la même vitesse. C'est pas comme un chrono où il faut déclencher des choses. Ça reste des engrenages en plus, entre guillemets, qui tournent un peu tout comme c'était prévu, il n'y a pas de rupture de rythme du mouvement. Ensuite, j'aime beaucoup les heures sautantes. Là, on a une rupture de rythme. Clairement, on doit emmagasiner de l'énergie pour faire sauter l'heure. Mention spéciale à la Zeitwerk où c'est heures et minutes sautantes. Je trouve ça très cool, un affichage digital, l'heure qui saute. Je trouve ça très sympa. Mention aussi spéciale à Ludovic Balloir et ses montres. C'est en gros aussi une heure sautante, mais sauf que c'est le chiffre qui bascule dans le bon sens. Très cool, système très ingénieux aussi. J'aime bien les rétrogrades. C'est aussi une manière différente d'afficher l'heure, mais il y a aussi une rupture de rythme dans le sens où on a l'heure qui monte et paf, d'un coup ça repart. Je trouve ça plus compliqué qu'une heure vagabonde et je trouve ça assez cool aussi. Alors faut pas abuser non plus, Longines avait sorti la quadruple rétrograde, il me semble. Bon, c'est bon, à un moment, t'en mets une sur les minutes et ça suffit, quoi. Et une complication que je trouve très esthétique, pas très utile, c'est le micro-rotor. J'ai déjà dit que je préférais les montres manuelles aux montres automatiques parce que souvent le rotor automatique cache l'entièreté du mouvement et tu ne peux pas, en tout cas la moitié du mouvement, et tu peux pas admirer le mouvement comme tu peux le faire sur une montre manuelle. Le micro-rotor répond, en fait c'est le meilleur des deux mondes dans le sens où on a toujours une montre automatique, mais on peut admirer le mouvement, donc je trouve ça très cool. Le micro-rotor, c'est vraiment pour moi le meilleur de ces deux mondes-là. J'aime aussi les automatiques avec rotor périphérique qui tournent autour du mouvement, et donc tu peux quand même l'admirer. Alors, les puristes vous diront que le rendement est pourri sur un micro-rotor ou sur un rotor périphérique. Je m'en fiche. Je suis prêt à accepter une montre manuelle, donc à un moment, un micro-rotor, c'est encore mieux. Donc même si le rendement est pourri, c'est toujours mieux qu'une montre manuelle, donc... Moi j'adore ces micro-rotors. Donc voilà pour mes 15 complications préférées. Dites-moi en commentaire quelles sont vos complications préférées. Comme vous le voyez, je ne suis pas un puriste des fonctions, des complications qui doivent être utiles, mais je trouve qu'il y a un équilibre à trouver entre utile, esthétique et chronométrie si possible. Moi c'est vraiment ce qui me plaît dans l'horlogerie. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Quelles sont vos complications préférées, ou est-ce que vous êtes juste vraiment de la team heure, minute, seconde et on s'arrête là, quoi. Allez, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine. À la prochaine, pas la semaine prochaine, je sais pas quand j'ai le temps de mettre des vidéos en ligne, donc à la prochaine. Ciao.